technologies GPS sont énormément utilisées aujourd'hui dans le sport professionnel et principalement dans le foot, puisque c'est là qu'il y a le plus d'argent, fatalement. Euh, et moi, j'adore cette diapo, puisqu'elle peut un peu tout résumer. Donc la vérité est ailleurs, oui, la technologie GPS, ça vient de l'espace, ça vient de quelque chose qui est de l'espace, et souvent le manque de compréhension des choses et de ce qui se passe entre la réception d'un signal GPS et les résultats, ben, ça rebondit et ça repart dans l'espace parce que c'est un peu incompréhensible pour tout le monde. Et il y a peu de gens qui, techniquement, au final, intègrent tout ce qui est fait entre ce qu'elles peuvent lire sur l'écran de l'ordinateur et ce qui se passe entre. Donc la technologie GPS, comme tout le monde le sait, tout le monde en a aujourd'hui dans les téléphones, dans les voitures, dans tout ce que vous voulez, sur vos enfants maintenant. Voilà, c'est là. On peut en mettre partout. Il y a une multitude de constellations GPS qui existent. Jusqu'il y a très peu de temps, on utilisait uniquement des GPS américains. Maintenant, on a la possibilité d'avoir des constellations européennes, russes, indiennes, chinoises, indiennes, japonaises, voilà, peu importe. Et alors un peu alimenté par les fabricants de GPS pour les sports professionnels, il y a une grosse confusion qui existe. Est-ce que j'utilise plus de constellations, je serai plus précis, moins précis, mes résultats sont plus intéressants. Donc oui, le nombre de GPS disponibles à un instant T est un facteur qui peut améliorer, on va dire, la qualité des données. Dans quelle proportion? Donc je vais vous montrer ça. Donc là, le nombre de satellites, par exemple, à un instant T sur un endroit terrestre est quand même limité. C'est-à-dire que tous les jours, je n'ai pas le même nombre de satellites disponibles sur comme aujourd'hui à Valenciennes, peut-être que Chorges, je peux en avoir 10 au maximum, demain à 13 ou 14, ça va dépendre de comment ils sont positionnés. Si on a la possibilité avec les GPS qu'on développe d'activer une, deux ou trois constellations, donc les constellations chinoises et autres, bon, c'est un peu moins accessible aujourd'hui, mais par contre les constellations russes aujourd'hui sont ouvertes et on a la possibilité de les mixer. Donc si on fait un petit test d'aller-retour entre deux lignes de 20 mètres, on se rend compte que si on n'utilise qu'une constellation américaine, on a 9 GPS. Si on couple avec d'autres, on en a 12. Je fais mes X allers-retours à différentes vitesses. Au final, on se rend compte qu'il n'y a aucune différence ou aucun intérêt de doubler ces constellations, puisque de toute façon, j'ai les mêmes résultats que ça soit sur la distance parcourue, qui est un premier intérêt, sur la puissance métabolique qu'on va calculer, qui est le bout de chaîne. Vous verrez tout ce qu'il y a entre, ou sur l'équivalent en distance. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est par exemple des problématiques par la fédération de rugby, depuis qu'ils ont le plus longtemps, puisque le port de GPS est autorisé en rugby et en foot que dernièrement, c'est la couverture. Donc quand on est dans un stade, le Stade de France par exemple a une très très mauvaise couverture parce que la structure du bâtiment fait qu'on capte très mal à l'intérieur. À Cardiff, c'est encore pire avec le toit et autres. Mais là, par exemple, c'est un stade en Italie, à Udine, qu'on ait une ou l'autre des constellations. Donc oui, effectivement, on s'aperçoit qu'on a, avec plus de GPS, plus de constellations, on a des résultats un petit peu meilleurs. Mais en attendant, ça reste quand même pas folichon. Et la contrepartie de doubler des constellations engendre une contrainte technique, c'est de réduire la fréquence d'échantillonnage. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être échantillonner plus fort ou être plus précis, sachant que le gain de précision est quand même très faible et ne permet pas d'obtenir ça. Je parle encore une fois que de précision. On ne parle pas de vitesse, on ne parle pas d'autre chose. Si on va plus loin, tac, ça avance plus, je suis trop loin. Ok, donc le nombre de satellites disponibles en fonction de ça. Ok, donc c'était ma conclusion de la diapo d'avant. Donc, avec plus de satellites, effectivement, on n'a aucune différence quand on est à terrain découvert, dans ce qui est la majorité des cas quand on est dans des centres d'entraînement. Et quand il y a des mauvaises conditions, dans des stades assez couverts, le fait d'utiliser d'autres constellations n'améliore en rien significativement la précision. Donc ça, c'est le premier constat. Maintenant, si on compare les GPS en eux-mêmes, on prend deux GPS de la même marque, par exemple, on les met, on fait un parcours autour d'un terrain de foot,
on va s'apercevoir que si on le fait comme ça, donc ça par exemple certaines études de validation mettent des GPS ensemble dans une cagette et courir derrière, chaque GPS vont se gêner les uns les autres. Donc là on voit qu'on a 12 GPS ou 11 tout au long du test, et on va s'apercevoir qu'on a des résultats qui sont similaires sur la totalité du parcours. Par contre, quand on va regarder la captation satellite, la qualité du signal GPS, parce qu'on parle de nombre de satellites, mais il faut aussi parler de la qualité des données qui sont recueillies. En fonction des conditions atmosphériques, de la couverture et du positionnement du GPS, là par exemple, le GPS qui est en bas, on voit que l'indice est plus fort, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de bruit et la qualité du signal est moins bonne. C'est-à-dire que le GPS du dessus, il va empêcher celui du dessous de bien capter. Donc plus on va mettre un GPS bas sur la personne, plus le corps et d'autres matériaux électroniques peuvent influencer sur la qualité des données GPS. Et enfin, là c'est uniquement électronique, c'est le rayonnement d'un appareil sur un autre. Vous mettez un téléphone à côté d'un GPS, le GPS c'est une antenne qui va permettre de recevoir, d'émettre, et les GPS même émettent pour envoyer les données en temps réel. Les chargeurs de batterie ou le design lui-même de l'appareil, comment les composants sont agencés dans le GPS, peuvent induire une forte activité électromagnétique autour du GPS. Donc là, on se rend compte que sur celui du bas, encore une fois, on est en dessous du seuil pour obtenir des données de bonne qualité. Alors que celui du dessus, lui qui est plus dégagé, aura plus de données un peu meilleures et permettra de calculer correctement les données. Donc ça, ce qu'on peut retrouver sur des comparaisons de GPS dans la littérature, quand on met, comme ça peut être fait, 20 GPS dans une caisse en bois et qu'on la traîne, électroniquement, c'est pas intéressant et on va avoir un énorme biais qui est sur des facteurs électroniques. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même des résultats qui sont assez propres, malgré la baisse de qualité de signal. Un GPS, donc aujourd'hui dans les GPS actuels, toutes les marques que vous verrez tout à l'heure, on a plusieurs choses. On va mesurer du temps, de la position et de la vitesse. Ces trois choses, elles sont mesurées de manière complètement indépendante. On ne va pas avoir une position qui va nous donner des bases de temps et de la vitesse. Le temps, c'est la seule chose qu'envoie un satellite, c'est le temps et sa position. C'est l'heure et sa position, pardon. Et après, on calcule le reste. La position, puisqu'on va trianguler pour obtenir une position géographique, et par effet Doppler, on va mesurer la vitesse. C'est hyper important, ça, que ça soit dissocié, puisque c'est ça qui va nous permettre, derrière, de calculer tout, et notamment les distances, les accélérations et la puissance métabolique. Également, on couple une centrale inertielle. Une centrale inertielle, on entend beaucoup parler, donc il y a un accéléromètre, un gyroscope et un compas, un magnétomètre, c'est une boussole électronique. De ce deuxième composant qu'on met à l'intérieur, on calculera non pas des accélérations, mais on pourra calculer des pas, des cadences, des variations d'appui, des sauts ou des impacts dans d'autres sports comme le rugby ou le football américain par exemple. Et le compas et le gyroscope pourront permettre de situer l'individu dans l'espace, ou quelle est son orientation par rapport au sol ou par rapport au terrain. Ça peut permettre de savoir si on court en marche arrière ou en marche avant. Le GPS, il voit un déplacement, mais il ne sait pas dans quel sens on est. La fréquence d'échantillonnage, alors ça c'était un argument hyper commercial chez tout le monde il y a quelques années. Donc un GPS classiquement chez Polar ou Garmin va être à 1 Hz, et d'autres marques comme Catapult, VX ou autres, on va aller de 4 à 20 Hz. Aujourd'hui c'est le maximum qu'on peut faire avec les constellations disponibles et ouvertes aux fabricants. Augmenter la fréquence d'échantillonnage, ça ne veut pas forcément dire augmenter la précision. Vous pouvez mesurer 20 fois, 100 fois, 200 fois, si vous mesurez faux, vous mesurez faux. Ça va juste donner plus de données. Donc il y a une double importance de l'échantillonnage, mais aussi de la qualité du signal et du système qu'on va recueillir. Quand on parle de précision absolue, on ne peut pas avoir de précision de position sans base locale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir les bons points reliés les uns aux autres, donc on a toujours le bon décollage des points les uns par rapport aux autres. Par contre, sans base locale, peut-être que si vous courez sur les lignes, vous aurez un décalage de 2 mètres vers le haut et d'1 mètre vers la droite. Mais tant qu'on ne fait pas de positionnement inter-joueur pour faire des connaissances tactiques ou techniques, ça ne pose pas trop de problèmes. Ce qui est important, c'est que les données de vitesse, accélération, sprint et autres soient bonnes.
Donc là, par rapport au GPS seul, ça ne pose pas un grand problème. Par rapport à la vitesse, là l'enjeu il est énorme parce que de cette vitesse, on va pouvoir tout obtenir. Donc la vitesse, elle n'est pas déduite de la position, mais d'un effet de Doppler. Et là, on a une très très bonne reproductibilité, quasiment chez tous les fabricants, sans aucun problème. On a une précision de l'ordre de 10 cm/s, pardon, qui est très très bonne et très reproductible. Cette vitesse, c'est bien l'élément central parce qu'on va soit l'intégrer pour obtenir les distances, ou soit la dériver pour obtenir les accélérations à tout moment. De ces deux valeurs-là, on pourra calculer correctement une charge métabolique qui va nous permettre de quantifier la charge de travail, l'intensité de l'entraînement. L'accéléromètre, lui, alors, il y a pareil, encore une fois, il y a plein de choses au niveau commercial ou argumentaire. On va dire oui, on va pouvoir mesurer les pas, la cadence, des choses, oui, pourquoi pas. Après, pendant un match de foot, mesurer des cadences, oui. Mesurer des déséquilibres droite-gauche, j'ai quand même un gros doute parce que certains papiers commencent à montrer que sur de la course en ligne droite, il n'y a pas de problème. Par contre, pendant un match de foot, le joueur de foot ne court pas de manière acyclique. Il peut avoir quelque chose qu'on appelle le ballon dans les pieds. Donc on va mesurer des déséquilibres sur des choses qu'on ne maîtrise pas et sur des contextes qu'on ne maîtrise pas. Et ça, le GPS ne le sait pas et l'accéléromètre ne le sait pas. Donc on aura du mal à savoir ce qui s'est passé. Sur les sauts, on peut, à l'aide de reconnaissance de mouvement de l'accéléromètre, mesurer des choses, mais on ne sait pas d'où on est parti, d'où on est. L'accéléromètre va dériver dans le temps. Donc mesurer des sauts, oui. Quantifier le saut, c'est un peu plus compliqué. Hop là. Et la dernière chose, c'est les impacts. Alors ça, il y a énormément d'intérêt dans le rugby ou dans le football américain. Dans d'autres sports, c'est moins intéressant puisque les chocs reçus sont de moins grande ampleur. Par contre, une chose est sûre, c'est que les accélérations ne sont bien pas mesurées par l'accéléromètre, bizarrement, mais par la dérivée de points de vitesse. Un accéléromètre seul, sur une course en ligne droite, du fait qu'on ne connaît pas la position du système, on ne pourra pas correctement mesurer les accélérations pendant les courses. Le gyroscope, comme je vous l'ai dit, va nous permettre de connaître l'assiette, l'orientation, le bassin, savoir si quelqu'un est au sol. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'application réelle dans les GPS. Et par contre, le compas ou le magnétomètre va lui pouvoir nous aider à différencier si on court en marche arrière ou en marche avant. On va avoir l'orientation du système par rapport au pôle, ce qui permet d'avoir un cap. Ok. Mesurer des données, c'est bien, mais c'est que la première étape. Après, il faut conditionner les données ou les filtrer de manière à avoir des données qui soient propres et exploitables. Là, on voit les données avec un petit coup de balai, forcément. Ici, ce n'est pas du bruit qu'on voit, c'est comme on mesure 20 fois par seconde. Quand vous courez, votre centre de gravité, il ralentit, il accélère. Quand vous êtes en l'air, quand vous courez, vous ne pouvez que ralentir. Par contre, dès l'instant où vous êtes au sol, vous allez relancer, on va réaccélérer. Donc, on va bien avoir ces micro-fluctuations-là qui sont là. Ce n'est pas du bruit, ce n'est pas des erreurs de mesure, c'est des vraies données. Pour peu que le système mesure correctement, bien sûr. Et ici, on va filtrer les données de manière à les lisser et à rendre quelque chose qui soit facilement compréhensible pour la personne qui va les lire et à calculer correctement un indice métabolique. Si on prend les données brutes ou les données lissées, on obtient la même vitesse moyenne, les mêmes distances. Par contre, si vous ne lissez pas et vous utilisez un GPS qui est au niveau du dos, en haut du dos, où le bassin va faire qu'on va plus bouger, accélérer, décélérer, vous obtenez une charge métabolique qui est beaucoup plus importante par rapport à la réalité. D'où l'importance de bien traiter les données et de bien les intégrer. Même chose dans l'autre sens, pour retrouver la distance. Donc on dérive d'un côté, on intègre de l'autre, et là on va aller retrouver, si on filtre mal les données ou on lisse mal les données, on va se retrouver avec des distances qui seront beaucoup plus importantes que la réalité. Côté accélération, donc là, la courbe verte, c'est les accélérations. Si on se base sur la courbe non lissée, là où c'est complètement illisible, donc il faut énormément travailler les données et les corriger avec des filtres adaptés. Donc là, par exemple, on fait une course, on mesure contre un système de référence qui est un radar, on va voir la vitesse du centre de gravité, la vitesse horizontale en continu. Donc on a la courbe bleue qui est la courbe de radar, ou de GPS, et qu'on va filtrer à l'aide de 3 filtres différents. On se rend compte que sur le filtre 1, 2, 3,
on a ou de 0 à 3 là, on a exactement les mêmes distances, parce que les données sont propres et bien mesurées au début. Par contre, encore une fois, la charge métabolique, il peut y avoir une variation de 22 à 80%. Donc il y a un réel intérêt d'utiliser des bons algorithmes et un bon traitement de signal pour obtenir des données cohérentes au final. Et certaines études ou papiers donnent des intensités de travail qui sont au-delà de ce que la physiologie humaine peut donner, puisque tout simplement le signal n'est pas correctement traité et ne peut pas être exploité en l'état. Donc encore une fois, ça c'est un petit résumé. Donc il faut une bonne vitesse et une bonne accélération pour calculer les deux paramètres ici et obtenir une bonne puissance métabolique. Conclusion de cette partie, donc le GPS, il peut être en condition idéale et on va obtenir, c'est un système complexe, mais il faut bien comprendre ce qui se passe pour arriver à en tirer le meilleur. La réception du signal, c'est un élément clé, c'est un facteur clé dans tout ce qu'on va faire avec notre système. Et le contexte favorable de stade ouvert va permettre d'avoir de très bonnes données ou de systèmes d'entraînement. Donc ici, on voit le nombre de satellites, les stades et le hardware. Donc ça, c'est l'appareil, la manière dont il est conçu. Si vous mettez l'antenne sous la batterie, par exemple, vous aurez des données qui seront complètement inutilisables. Donc le design de l'appareil et le positionnement sur la personne sera hyper important. Et enfin, la qualité des acquisitions, elles doivent être faites en accord avec ce que vous voulez faire des données. Donc le type d'analyse, et ça c'est plus une question d'entraîneur, chaque chose vous allez devoir mesurer dans un contexte ou avec des outils pour réaliser ce que vous voulez faire et la manière dont vous voulez intégrer et traiter les données. Et enfin, pour être bon, il faut éviter tous les pièges, donc avoir un bon système, bien traiter les données, bien les exploiter, mais à l'avance, savoir ce qu'on veut en faire, ça permet d'éviter pas mal de pièges. Et comme tout bon processus, il faut que toutes les étapes soient réussies pour avoir quelque chose d'intéressant. Et pour du vin, c'est du vin, pour des GPS, c'est des données. Merci.